عطر الكلام ما قل ودل، واليوم نقول الحقيقة بلا لف ولا دوران حول ما خططت له الصهيونية العالمية وما هو في صدد تنفيذه الآن. المسألة يا سادة ليست تطبيعا ولا سلاما ولا بطيخ. ما يحدث في المغرب اليوم هو عملية تعليب سياسية كاملة، أخذ دولة قائمة، إفراغها من قرارها، ثم إعادة تغليفها على شكل كيان ثالث في مشروع صهيوني عالمي بدأ منذ قرن ولم يتوقف لحظة. الكيان الأول زرعوه في فلسطين بالقوة بالدبابات والمدافع على أنقاض شعب كامل. الكيان الثاني زرعوه في الخليج في الإمارات تحديدا بعد أن خطفوا عائلة بن زايد وحولوها من حاكمة لبلادها إلى مجرد وكيل مبيعات لمشاريعهم العابرة للقارات. واليوم جاء الدور على المغرب، ولكن بطريقة أكثر أناقة، لا احتلال مباشر ولا انقلاب عسكري، بل شراكة وتطبيع وابتسامات في الصور التذكارية، وفي الكواليس سلخ كامل للسيادة وتحويل القرار إلى الخارج. المخزن الغارق في الديون والعاجز عن حسم ملف الصحراء لوحده وجد نفسه أمام شبح الإفلاس والاضطرابات، فجاءه المنقذ الصهيوني. الصهيونية العالمية دخلت من الباب الكبير وقدمت الحماية مقابل التنازل عن القرار والثروات، ومنذ تلك اللحظة صار ملف الصحراء يدار في باريس وتل أبيب وواشنطن، والوزير المغربي يعود من الجولات الدبلوماسية وهو يقرأ من نصوص لم يكتب منها حرفا واحدا، لكن لأنهم خبراء في التخطيط بعيد المدى وضع الصهاينة خطة بديلة: هجرة يهودية غير معلنة نحو المغرب، شراء واستيلاء على الأراضي والعقارات، تملك قطاعات اقتصادية حساسة، حتى إذا تغير النظام يوما أو حاول الشعب استعادة زمام الأمور أو زمام المبادرة يكون لديهم واقع ديموغرافي يتيح التدخل بحجة حماية حقوق الجالية اليهودية الكبيرة. هكذا تكتمل أضلاع المثلث الصهيوني: فلسطين في المشرق، الإمارات في الخليج، والمغرب في شمال إفريقيا. 3 كيانات، 3 بوابات، 3 قواعد نفوذ تخدم رأس المال الصهيوني العالمي، تختلف فيها الأسماء والرايات، لكن المشغل واحد. المغرب اليوم ليس دولة بالمفهوم السيادي، بل كيان مفصول من شجرة الدول وملحق بشبكة المصالح التي تديرها المنظومة التي زرعت من قبل كيانين ونجحت فيهما. الفرق الوحيد أن الفلسطينيين يعرفون أنهم تحت احتلال، والإماراتيين يعرفون أنهم تحت وصاية، أما المغاربة فربما لم يكتشفوا بعد أنهم تحولوا إلى الكيان الثالث. إلى اللقاء. Le plan d'autonomie marocain, je l'ai devant moi. 4 pages, très légères. 4 pages et un paragraphe, pour être honnête. Ça ne peut pas être décemment appelé un plan. Il n'y a absolument aucun contenu politique, aucun contenu juridique. Ce sont des pétitions de principe. Des affirmations d'intention. Mais au-delà de la forme, les 4 pages particulièrement légères de ce plan, il y a plus sérieux que ça. Premièrement, il s'agit là d'un plan d'autonomie pour le Sahara occidental. Ce document a été soumis aux 193 États membres de la communauté internationale, sauf aux principales concernées, les Sahraouis. Il n'a jamais été soumis aux Sahraouis. Jamais.
Deuxièmement, ce plan manque tellement de consistance, manque tellement de substance, qu'aucun des 4 envoyés aux représentants personnels du secrétaire général pour le Sahara occidental l'a estimé suffisamment sérieux pour le soumettre à discussion. Il n'a jamais été soumis à discussion. Parce que tous les secrétaires généraux, tous les représentants personnels du secrétaire général des Nations Unies qui se sont succédés ces dernières décennies ont rapidement vu qu'il n'était pas sérieux. Troisièmement, même l'actuel représentant personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura. M. Staffan de Mistura, en avril dernier, à l'occasion de la première réunion annuelle du Conseil de sécurité, et en octobre récemment, il s'est adressé directement, à l'occasion de 2 réunions à huis clos du Conseil de sécurité, directement au représentant du Maroc, pour lui dire: votre plan manque de sérieux, nous avons besoin de plus de consistance, nous avons besoin de plus de substance pour porter un jugement, parce que tel quel, il ne représente pas une base sérieuse de discussion. Donc en fait, ce plan, ce soi-disant plan d'autonomie du Maroc, n'a jamais été conçu par le Royaume du Maroc comme la base d'une solution possible au conflit du Sahara occidental. Il a été conçu pour gagner du temps. Il a été conçu pour imposer un fait accompli. Et il a été conçu pour se battre, pour essayer quand même de le démarcher et d'obtenir des ralliements à ce plan. Voilà la véritable raison d'être de ce plan. Et maintenant, là, tout le monde commence à se poser des questions sur la réalité de la capacité de ce plan à servir de base de règlement. Et je peux vous dire qu'il n'est pas considéré comme l'ultima ratio en matière de règlement pacifique de la question du Sahara occidental. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur des dynamiques vraiment complexes qui traversent le Maghreb. C'est une région sous tension, on le voit bien, avec des courants de fond qui sont en train de redéfinir les équilibres, les alliances. Oui, un vrai carrefour stratégique, en pleine mutation. Exactement. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est une rhétorique assez virulente qui gagne du terrain, surtout au Maroc. Ah oui. Oui, elle parle d'une sorte de mise en boîte politique, c'est l'expression, qui serait orchestrée par ce qui est appelé le sionisme mondial. Carrément. L'idée, c'est que la souveraineté marocaine s'effriterait petit à petit, mais que ce serait masqué par des mots comme partenariat, développement. Des mots rassurants, quoi. Et ça soulève immédiatement la question qui fâche un peu. Qui détient vraiment le pouvoir de décision au Maghreb aujourd'hui ? Oui. Est-ce que les apparences, les drapeaux, les discours officiels, est-ce que tout ça colle encore à la réalité du pouvoir ? C'est brutal comme question, mais elle est centrale, je crois. Absolument. Et c'est cette perspective qu'on va explorer un peu plus en détail, parce qu'elle met en lumière un contraste très, très fort. Entre le Maroc et qui d'autre ? Entre la trajectoire marocaine récente, telle qu'elle est décrite là, et puis la posture de l'Algérie. Alger qui est présentée comme une boussole de souveraineté, presque l'inverse. D'accord. Un parallèle intéressant ou plutôt une divergence ? C'est ça. Alors, commençons par le cas marocain, vu sous cet angle de dépendance qui serait croissante. Le point de départ qui revient tout le temps, c'est la normalisation. Maroc-Israël, fin 2020. Exactement. Cet accord est vu comme la porte ouverte à une accélération, à une ouverture tous azimuts. Accord de sécurité, coopération technologique, investissement. Oui, une ouverture qui est présentée officiellement comme un progrès, une modernisation. Mais là, dans l'analyse qu'on évoque, c'est vu tout autrement, n'est-ce pas ? C'est tout l'argument. C'est vu comme une brèche. La thèse, c'est que ces partenariats, ce ne sont pas de simples coopérations. Non. Non, ils agiraient comme un levier pour transférer de l'influence. L'État marocain, selon cette lecture, échangerait des morceaux de son autonomie contre quoi ? Contre une sorte de garantie. Une assurance politique, en quelque sorte, via Washington et Tel Aviv. Voilà, une police d'assurance géopolitique. Mais la prime à payer, ce serait l'affaiblissement du pouvoir de décision nationale. Et concrètement, ça se manifesterait comment, cette influence ? Sur le terrain, je veux dire. On a du mal à imaginer des ordres directs. Non, bien sûr. Le mécanisme décrit est plus subtil. Infiltrant. Comment ça ? Ça passerait par les marchés financiers d'abord. La dette extérieure, ça crée une vulnérabilité, c'est classique. Oui.
Par l'immobilier aussi, des achats ciblés. Par les médias, évidemment, pour façonner l'opinion. Et puis, point essentiel, la sécurité, la défense. La dépendance technologique, ça peut vite devenir une chaîne. Une chaîne dorée peut-être, mais une chaîne quand même. Tout à fait. Et il faut ajouter la pression sociale interne, les difficultés économiques. Ça peut rendre un gouvernement plus, disons, à l'écoute de conseils extérieurs. Ce qui est assez frappant dans cette analyse, c'est jusqu'où elle va. Elle ne parle pas juste d'influence économique. Non, elle pointe un risque jugé majeur, à terme. L'inquiétude, c'est que cette accumulation d'intérêts étrangers, israéliens notamment, et puis cette imbrication des appareils de sécurité, Oui, ça pourrait un jour servir de prétexte, de justification, pour une présence, voire une intervention plus directe. sous quel prétexte? L'argument classique. Protéger nos intérêts ou protéger la communauté juive marocaine. C'est un levier potentiellement très sensible dans la région. C'est un scénario assez sombre qui est envisagé. Un tableau, oui, préoccupant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc face à ça, on nous présente l'autre modèle, l'Algérie. C'est ça. Le paragon de la dignité politique qui refuse les compromissions. Mais bon, soyons un peu provocatrices, cette posture, cette intransigeance sur la souveraineté, c'est beau en théorie. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la recette parfaite pour s'isoler dans un monde où tout est lié? C'est toute l'ambiguïté algérienne. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de jouer cavalier seul aujourd'hui? N'est-ce pas une posture coûteuse au final, voire risquée? C'est la complexité de la position algérienne, oui. Le socle de leur diplomatie tel qu'il est décrit, c'est ce principe répété depuis l'indépendance. Aucune alliance, aucun accord ne doit limiter la liberté de décision. La souveraineté avant tout. C'est présenté comme ça, comme l'ADN de leur politique étrangère. Une ligne rouge absolue. Et dans les faits, ça donne quoi, cette ligne rouge? Au-delà des grands principes. On cite souvent plusieurs exemples pour montrer cette constance. D'abord, la défense acharnée et coûteuse des causes palestiniennes et sahraouis. Oui, des marqueurs forts. Vus comme des symboles de cette indépendance de jugement. Ensuite, la politique au Sahel, qui est décrite comme prudente, réservée, par opposition à d'autres interventions jugées plus impulsives. Et surtout, ce refus constant de s'aligner de façon trop marquée sur les grandes puissances, que ce soit l'Occident, la Russie, la Chine. L'Algérie essaierait de jouer sa propre musique. Une musique un peu solitaire, peut-être? Et le bénéfice de cette stratégie d'équilibriste, c'est quoi? Parce que la fierté nationale, ça ne suffit pas toujours. Le bénéfice mis en avant, il est moins économique immédiat que politique et stratégique, disons. Cette cohérence sur la durée forcerait un certain respect, même discret. Du respect, de la part de qui? Des autres chancelleries. L'Algérie serait vue comme un acteur fiable parce que prévisible, fidèle à ses principes, même quand ça va contre ses intérêts à court terme. Ça lui donnerait une crédibilité pour parler à tout le monde sans être vu comme l'instrument de quelqu'un. Un capital diplomatique, si on veut. Respecter, peut-être. Mais respecter de loin, alors. Parce que cette intransigeance, elle a forcément un coût. Économique, déjà. Refuser certains partenariats, c'est potentiellement freiner son développement. Oui, c'est un risque. Et diplomatique aussi. Se poser en gardien du temple de la non-ingérence, ça peut irriter les voisins, les grandes puissances. Est-ce que ce n'est pas un luxe, finalement, cette posture? Un luxe que peu de pays peuvent se payer? Est-ce que ce n'est pas un frein? C'est le nœud du débat sur la politique étrangère algérienne et plus largement sur ce dilemme entre principe et pragmatisme. Mais revenons à la stratégie d'ensemble qui est prêtée par cette analyse à ce qu'elle nomme le sionisme contemporain. Oui. L'idée qui est avancée, c'est celle d'une nouvelle étape, avec la création possible d'un, attention la formule est choc, troisième kibbutz géopolitique. Troisième kibbutz géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? On ne parle pas de colonies agricoles, j'imagine. Non, la métaphore est stratégique. L'argument, c'est que la méthode a changé. Après ce qui est décrit comme la conquête territoriale directe en Palestine, le premier kibbutz, D'accord. et l'influence par la finance et les affaires dans le Golfe, le deuxième kibbutz, eh bien, on verrait une troisième approche, plus insidieuse, ciblant le Maghreb. Celle de l'intégration et de la dépendance par la coopération. Une sorte de conquête douce, alors. Par la technologie, l'économie. C'est exactement ça. L'outil principal, ce serait la coopération technologique. Présentée comme une aide à la modernisation. On offre des solutions techniques pointues, des investissements, de l'expertise dans des domaines clés. L'eau, l'agriculture, la cybersécurité, l'armement. Oui, des domaines vitaux.
Mais en échange, Jean dit sur les choix stratégiques, les politiques publiques, peut-être même la formation des élites, l'idée d'une modernisation sous tutelle en quelque sorte. Et cette distinction, Palestine par la force, Golfe par l'argent, Maghreb par la technologie, quel est le but de la souligner? Montrer une adaptation. Oui, ça vise à montrer une stratégie vue comme adaptative, multiforme. L'objectif final à léguer serait toujours le même, étendre l'influence, sécuriser des intérêts, mais les moyens s'adapteraient au contexte. D'accord. Pour le Maghreb, la méthode décrite serait cette intégration lente, progressive, pour transformer à terme des États souverains en zones d'influence durable. Où l'économie, la défense, l'accès aux ressources, peut-être même la culture, deviendraient des leviers de contrôle extérieur. C'est une vision assez sombre de la coopération internationale. C'est le tableau qui est peint, oui. Un alignement de faits obtenu non par la force brute, mais par la création de dépendance. Et c'est là, précisément, que l'Algérie est positionnée dans cette lecture comme l'obstacle, le verrou. Le dernier rempart. Voilà, le dernier rempart. L'expression est très forte. Ça donne à l'Algérie un rôle presque historique, un peu messianique même. Mais est-ce que c'est réaliste? C'est tenable comme position? L'analyse insiste beaucoup sur le style diplomatique algérien, pour appuyer cette idée. Une diplomatie qui serait peu portée sur le spectacle, les coups d'éclat. Pas de diplomatie du tweet, comme on dit. C'est ça, plutôt une approche basée sur la cohérence dans le temps, la patience, une politique qui tirerait sa force de l'histoire du pays, de la lutte pour l'indépendance, et d'une culture politique qui serait viscéralement opposée à toute soumission. C'est ce qui lui donnerait, selon cette interprétation, la légitimité et la force de dire non là où d'autres se sentiraient contraints d'accepter, de défendre ses intérêts sans se vendre. Il y a même une autre métaphore qui est utilisée pour résumer ça. Oui, celle du refus de devenir une simple franchise géopolitique. Ah oui, pas mal. L'idée que l'Algérie se battrait pour ne pas être juste un pays qui applique une feuille de route écrite ailleurs, mais pour rester une nation qui agit selon ses propres intérêts, consciente de son poids et de ses responsabilités perçues. Garder son capital souverain, en somme. Un rempart, une nation souveraine, pas une franchise. Les mots sont forts, ils construisent une image, c'est sûr. Une image de résistance, d'intégrité. Mais revenons un peu sur terre. Un rempart, ça protège, d'accord, mais ça isole aussi. Terriblement. C'est le revers de la médaille. Cette posture de gardien inflexible de la souveraineté arabe, même si elle est magnifiée ici, n'est-ce pas aussi un fardeau énorme, une source de tension permanente? Avec les voisins, on pense au Maroc bien sûr, mais aussi avec les grandes puissances qui préfèrent des partenaires plus accommodants. Est-ce qu'à force de vouloir être un rempart, l'Algérie ne risque pas de se retrouver assiégée, en fait? C'est l'éternelle question. Autour de cette position, vous avez raison. Pour résumer la tension centrale qu'expose ce discours qu'on analyse, c'est bien ça, une lutte d'influence discrète mais intense au Maghreb. Une lutte entre deux modèles. Entre deux modèles, ou en tout cas deux trajectoires vues comme opposées. D'un côté, un modèle décrit comme celui de la dépendance croissante, où la souveraineté serait monnayée contre des garanties de sécurité et un soutien économique, modèle associé ici au Maroc. Et de l'autre, un modèle axé sur la préservation de l'autonomie stratégique à tout prix, quitte à payer le prix de l'isolement ou d'un développement économique peut-être moins rapide. Le modèle de la souveraineté intransigeante, incarné ici par l'Algérie. D'accord. Et la conclusion tirée par cette analyse spécifique, il faut bien le préciser, ce n'est pas notre conclusion, mais celle de la source analysée. Elle est particulièrement nette. Oui. Elle affirme que l'Algérie ne serait pas juste un pays indépendant, mais serait devenue, et je cite la formule qui revient souvent, le dernier rempart moral et stratégique face à la dilution des souverainetés arabes. Rien que ça. C'est une affirmation extrêmement forte, pleine d'implications. Une affirmation qui boucle un récit, un narratif très construit, mais forcément partiel, orienté. Et au-delà de ces discours, de ces mises en scène du pouvoir, de la résistance, il reste une question, je trouve, plus concrète, plus humaine. Laquelle? Comment les gens, les populations de la région, vivent tout ça au quotidien? Ces grandes manœuvres géopolitiques, entre les discours enflammés sur la souveraineté d'un côté et les réalités économiques parfois très dures de l'autre. Oui, le décalage peut être grand. Entre les alliances stratégiques décidées en haut lieu et les aspirations très concrètes des gens. Comment les sociétés civiles naviguent là-dedans? Quelles sont leurs vraies priorités, qui sont souvent bien loin des calculs des diplomates? N'est-ce pas là, dans le vécu des peuples, qu'on pourrait trouver une clé pour comprendre l'avenir du Maghreb? Loin des récits un peu trop simples, qu'ils soient héroïques ou accusateurs. C'est une question à laisser mûrir, peut-être.